Nous commençons avec les informations. La journée a été mouvementée, nous avons dû commencer plus tard, car tout allait très vite et nous sommes ici pour confirmer. Voyons, Israël a lancé une opération qui s'appelle Flèche de feu. Il ferme déjà les écoles dans le nord d'Israël à partir de demain. Et Beyrouth, procède aussi à ces évacuations. On voit que Beyrouth a déjà prévenu les civils de partir car il va y avoir la guerre, il va y avoir des attaques. D'après les rapports, le commandement du front intérieur des FDI dit à ses propres civils de se préparer à ce qui arrive. Imaginez-vous, c'est-à-dire, même en Israël, dans le nord d'Israël, on leur dit de se préparer. Netanyahou, ils assurent peut-être, non ? Il essaie de manœuvrer, aussi pour saboter l'accord. Au final, pour Israël, ce qui l'arrange le moins, c'est cet accord, parce qu'il se retrouverait dans une position assez, mauvaise, non ? Au bout du compte, si dans l'accord il est stipulé qu'Israël ne peut plus attaquer le Liban, et que tu sais qu'il y a là-bas une opération du Hezbollah où il s'arme de plus en plus, où il s'approche de plus en plus de la frontière, évidemment, cela ne les arrange pas. Et en plus, il y a la question nucléaire dont parlait l'Iran. Non, la question nucléaire ne peut même pas être abordée. Le premier signe que les choses deviennent sérieuses, c'est qu'il y a une attaque dans le sud de l'Iran. Cela s'est produit sur une île, mais des explosions ont aussi été entendues ailleurs où il y avait des lanceurs. Les États-Unis affirment que le cessez-le-feu est maintenu, mais cela ne semble pas être le cas actuellement. Dans l'ensemble, concernant les images de ce qui se passe dans le monde, nous allons tout de suite entrer dans les détails. Évidemment, comme l'État, un énorme salut. Nous revenons aux images. Ce n'est pas nous, nous sommes déjà ici, nous sommes vivants ici. Un énorme salut à toute la communauté. Nous allons passer aux commentaires dans un instant, mais écoutez, on reçoit des rapports. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle incroyable. Ça, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Iran. On signale des affrontements assez intenses, d'après ce qui est rapporté. Que sait-on ? Que se passe-t-il là-bas ? D'après les informations, il y aurait de violents affrontements, des combats intenses non loin de la place de la Révolution à Téhéran entre les forces de la garde révolutionnaire et les milices PMU. Et pour l'instant, il est rapporté qu'au moins 5 personnes auraient perdu la vie. L'affrontement est interne. On évoquait déjà des divisions dans le régime et il existe aussi des craintes de mécontentement. C'est pourquoi ils ont coupé Internet pendant 90 jours, mais il a été rétabli aujourd'hui. Sûrement, c'est surtout pour cela qu'ils rouvrent l'accès à Internet. Je ne sais pas si la personne qui rapporte cela est en Iran, mais c'est curieux, non ? Aujourd'hui, Internet est rétabli et ces infos commencent à sortir. C'est assez étrange, n'est-ce pas ? La façon dont cette situation se produit maintenant est vraiment bizarre. C'est un affrontement dans lequel, depuis quelques jours déjà, nous avons aussi vu comment des positions ont été attaquées. Revenons à la carte. Non, nous n'allons pas à la carte encore une fois, parce que dans cette zone du nord de l'Irak, il y a des attaques très violentes, vraiment très violentes. Toute cette zone du côté iranien, et d'ailleurs les États-Unis ne commentent même pas ce sujet, comme si cela n'avait aucune importance. Ni l'Iran non plus, n'est-ce pas ? Le point, c'est qu'ils ont attaqué vers le nord de l'Irak, pas là où se trouvent les Kurdes. Maintenant, on parle aussi d'une rébellion. On signale des affrontements assez violents, et cela se passe déjà dans la capitale. Nous parlons du fait que, selon moi, ils attendaient penser simplement que les conditions soient réunies. Pour une raison quelconque, ces conditions sont réunies. Parlons donc du fait que cela concerne les Kurdes et les Irakiens, un sujet dont on connaît peu de détails pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de détails, cette information vient tout juste de sortir au sein du gouvernement en ce moment, n'est-ce pas ? À cette heure-ci, voyons s'il y a plus d'informations sur ce sujet, car ces mouvements attirent vraiment l'attention. Regardez, en attendant, au Liban, on rapporte ce qui suit. On entend déjà de fortes explosions à certains endroits, des bombardements aériens. Cela s'est produit aujourd'hui, selon ce que rapporte Global Hay, on a signalé des explosions dans cette zone, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Là-bas, il faut rappeler qu'aujourd'hui, Netanyahou est sorti pour faire une déclaration qui, fait partie de ce que PP avait annoncé, à savoir l'intensification de l'offensive contre le Hezbollah. Netanyahou a déclaré qu'il fallait écraser le mouvement chiite Hezbollah, alors que les États-Unis et l'Iran cherchent un accord.
Ce n'est pas la première fois que Netanyahou fait ce genre de choses. Bien sûr, aussi quand Obama a voulu conclure cet accord, que Trump a ensuite annulé, mais cet accord, eh bien, Netanyahou a essayé plusieurs fois de le saboter pour qu'il ne soit pas signé, mais cette fois-ci, il n'a pas réussi. Et donc, Netanyahou dit « J'ai ordonné une accélération de nos opérations ». Il a dit « Nous allons intensifier les frappes, augmenter la puissance et nous allons écraser le Hezbollah ». L'armée, eh bien aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est qu'elle augmente les bombardements dans le sud du Liban, en frappant surtout autour d'une ville qui s'appelle Tyr. Et malgré le fait qu'il y ait une trêve censée être en place, il y a des discussions entre le gouvernement libanais et Israël à Washington, ce qui attire l'attention. Eh bien, malgré tout cela, Netanyahou décide de mettre la pression. Au final, c'est une pression pour deux choses. S'ils lui interdisent d'attaquer, s'ils peuvent l'arrêter, alors qu'il inflige un maximum de dégâts au Hezbollah. Et deuxièmement, peut-être aussi saboter l'accord. Nous voyons cela pendant que nous regardons ces images, n'est-ce pas? Du Liban, les habitants des banlieues assurent qu'ils se mobilisent déjà, même dans la capitale, à Beyrouth, qui est censé être le point de départ de l'attaque. Nous parlons désormais de la frontière et du centre du pays. Les FDI, ou Forces de défense israéliennes, assurent avoir attaqué 70 cibles militaires, cela contre le groupe radical Hezbollah avec des frappes aériennes qui d'ailleurs seraient apparemment encore en cours et qui devraient s'intensifier demain. Donc le cessez-le-feu devient pratiquement obsolète dans ce contexte. Non, on ne voit pas que cela puisse ou ait des chances de continuer. Honnêtement, voici aussi une autre image ici des mêmes Libanais qui partent, n'est-ce pas ? Dans ces files de voitures où l'on voit la circulation, disons, selon ce qui est rapporté dans cette zone. Il y a déjà plusieurs médias comme Yedio, entre autres, qui ont rapporté comment les habitants, surtout du sud de Beyrouth, allons sur la carte pour voir exactement de quoi nous parlons et, discuter avec toute la communauté pendant que nous nous approchons de cette zone. Voyons si nous y sommes. Regardez, ça c'est la frontière, ce n'est pas la frontière avec Israël, n'est-ce pas? Elle est ici. Dans le centre, Beyrouth est au milieu du pays que nous allons mesurer d'un côté à l'autre. Voyons la longueur qu'il a, disons, nous allons le mesurer tout de suite, juste pour avoir une idée de sa longueur sur la côte méditerranéenne. Cela fait 189 km. Je veux dire, c'est juste pour qu'on se rende compte de sa longueur, pas seulement selon les standards de beaucoup de pays, ici en Amérique latine, parce que 189 km ce n'est rien. C'est de Monterrey à Saltillo, un peu plus que de Monterrey à Saltillo. En vérité, ici, c'est, je crois, environ 150 km, plus ou moins. Donc, pour l'instant, ce n'est vraiment pas une distance qui, en théorie, s'il y avait une autoroute, tu pourrais la parcourir en 2 heures, à peu près. Bon, c'est la distance sur toute la longueur du pays, non? Donc ici, c'est Beyrouth, au centre, disons à 89 km, c'est là que les attaques vont avoir lieu, et on leur demande de partir de là. Maintenant, Beyrouth, ce n'est pas une petite ville, c'est la capitale, c'est une ville relativement grande. Ce n'est pas tout Beyrouth qui doit bouger, mais spécifiquement les zones du sud. Pourquoi les zones du sud? Parce que c'est là que vit une bonne partie des dirigeants du Hezbollah. Écoutez, entre autres choses, il s'est aussi passé des choses de très intéressantes avec les séismes qui ont eu lieu là-bas au Chili. Pip Loaiza, là sur les réseaux, montre cette image au Chili, mais aussi plusieurs images qui ont été partagées sur les réseaux, où l'on voit le mouvement, où l'on voit comment certains ordinateurs tremblent, les gens qui sont là dans le bureau, etc. Bon, ici il me semble que c'en est un autre. Oui, ils sont sortis de là où ils étaient, n'est-ce pas? Parce que regarde comment tout le restaurant bouge. Là, ça bouge assez fort. Je veux dire, ce n'est pas rien. C'est un 6,9 là-bas à Calama, dans le nord du Chili. Et bon, évidemment, les gens savent déjà quoi faire. Ils sont préparés. Heureusement, à ma connaissance, il n'y a pas eu de conséquences graves, même si c'est considéré comme un tremblement de terre en raison de sa force. On parle seulement de légers dégâts. Nous mettrons les informations à jour au fil du temps. Si la communauté au Chili a plus d'informations, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quelle situation vivez-vous là-bas,
En attendant, il y a plus d'informations sur ce qui se passe dans cette aggravation du conflit, parce qu'on commence à entendre, voire même à voir certaines opérations ou des tirs, non? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Et nous voyons comment Israël lance des opérations. Il y a la flèche de feu, ils bombardent une partie du Liban. Apparemment, en quelques heures, même le secrétaire général du Hezbollah, ce Naïm Qassem, est la cible. Donc c'est ce à quoi on s'attend. Naïm Qassem, il faut se rappeler, il est devenu le remplaçant de Nasrallah. On devait le remplacer à cause d'un changement, un second est survenu. Nasrallah meurt, ils en mettent un autre, il perd la vie et ils mettent Qassem. Et donc il est resté. Il a survécu malgré plusieurs tentatives contre sa vie, mais il revient toujours. Ce personnage, comme je le dis, a plusieurs vies. Il n'a pas cette vie comme les chats ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs occasions où l'on dit que Qassem a déjà été éliminé. Pas Naïm Qassem, Qassem. Eh bien, il s'avère que non, il est toujours là. Il a été astucieux dans ce sens pour rester en vie, n'est-ce pas? Tout comme Ismaël, l'autre, celui qui est l'espion, Soi-disant le soi-disant espion d'eux. ou de l'Iran. Du Mossad au sein de la garde révolutionnaire, non, ce n'est pas rien, et bon, lui, c'est Qassem. Je veux dire, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, parce que non, ça ne semble pas grand-chose, mais c'est le personnage qu'ils disent vouloir éliminer. L'opération est en cours actuellement. Ils sont en train de chercher cet individu. En gros, c'est ce qu'on dit. Nous verrons, nous ne savons pas jusqu'où cela ira, mais clairement, tout ce conflit. Eh bien, ça pourrait prendre une autre tournure. Évidemment, maintenant, on va aller rapidement, juste pour voir s'il y a une réaction du pétrole. Regarde, eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire, je veux dire, c'est monté jusqu'à 96 $, c'est remonté un peu à 98, mais ça reste en dessous de 100. Non, le pétrole, et il va être important de suivre le mouvement du pétrole. Parce qu'au final, plus il y a de pression sur le conflit, plus il y a de chances que le prix augmente. Alors, pour nous en rendre compte si le conflit va vraiment devenir intense, il faut regarder le pétrole, et c'est ça qui va vraiment nous indiquer que la situation devient intense. Que sait-on d'autre à ce sujet? Des gens rapportent qu'Israël n'a essentiellement pas été inclus dans les négociations avec l'Iran et qu'Israël n'a même pas reçu d'informations sur les avancées. Le gouvernement israélien doit solliciter ses alliés et ses réseaux, y compris d'espionnage, même aux États-Unis où ils sont aussi présents. Ils en ont partout pour surveiller ce qui se passe, ce qui se négocie, ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, il y a aussi des sénateurs là-bas qui, évidemment, doivent leur dire comment les choses avancent. Comme qu'est-ce qui se passe avec cet accord, il est toujours là, non? Latent, si ça se fait, si ça ne se fait pas. Un sujet qui, ça fait 2 mois, plus de 2 mois qu'on en parle. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça fait presque 3 mois. Oui. Donc aujourd'hui, Netanyahou a reconnu ce matin que ça a été très difficile pour lui. Eh bien, et ça, il ne le rend pas public, évidemment, mais cela a été divulgué par des personnes proches, disons, du Premier ministre israélien, qui ont fait fuiter l'information. Qu'en effet, cette dernière étape de la relation entre Trump et lui a été compliquée, parce qu'il ne se laisse pas convaincre, pour ainsi dire, quant au prochain mouvement qu'ils veulent faire. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que le conflit vise désormais non plus l'intérêt commun, mais un intérêt particulier des États-Unis. Que maintenant, cette fois-ci, cela a changé. Cela s'est tourné vers d'autres intérêts. Et donc, les termes que souhaite Israël ne coïncident plus. Qu'Israël, eh bien, l'idéal serait essentiellement que le régime prenne fin, qu'il se termine, mais cela semble difficile, du moins pour l'instant. Exactement. Et puis aujourd'hui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ce Bajer Eri, est sorti et affirme qu'on lui demande ce qu'ils vont faire lorsque les avoirs seront débloqués, que cela est censé faire partie des points qu'ils souhaitent. Il y en a un qui consiste à débloquer plusieurs fonds, plusieurs sommes d'argent qu'ils ont à travers le monde et qui sont gelés, en plus d'autres choses. Et c'est définitivement, nous dépenserons une partie de cet argent dans des missiles et des drones. Vraiment, ça n'aide pas. Non. Eh bien non. Ou alors, imagine, ils disent déjà que si jamais on leur débloque l'argent, ils vont s'armer jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Évidemment, ce n'est pas l'idéal, n'est-ce pas? Alors. Et bon, il se passe un mouvement étrange en ce moment en Iran, du moins d'après ce que rapportent ces services de renseignement aériens, n'est-ce pas? On rapporte qu'un avion transportant des hauts fonctionnaires du gouvernement iranien se dirige vers Moscou.
Cela se produit, eh bien, il y a quelques minutes, enfin des heures, disons des heures, que les États-Unis ont attaqué ces embarcations, ces lanceurs qui étaient en train de poser des mines dans le détroit d'Ormuz, au sud du détroit d'Ormuz. Et donc, cette délégation de haut niveau qui vole actuellement vers Moscou est sûrement en train d'examiner les possibilités, c'est-à-dire quelles options ils ont si l'accord n'est pas conclu. Eh bien, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce sujet? Sinon, passons déjà à d'autres sujets importants. Passons aussi à d'autres sujets intéressants. Non, nous n'allons pas passer à d'autres sujets, juste un détail. Parlons de ce qui se passe en Russie, de ce qui se passe aussi concernant le sujet de l'Ebola, n'est-ce pas? Il y a aussi des nouvelles à ce sujet, mais elles arrivent aujourd'hui. Et cela expliquerait aussi pourquoi les prix du gaz et du pétrole ont baissé. Plusieurs navires ont traversé, c'est-à-dire il y a eu une certaine normalité, entre guillemets, dans le détroit d'Ormuz. Donc cela a fait que les prix ont baissé, ils ont baissé. Même s'il y a de fortes pressions, même si les navires avancent un peu, on estime qu'il y a actuellement environ 20 000 marins qui sont bloqués là-bas, qui ne peuvent pas traverser. Exactement. Plusieurs navires citernes de gaz naturel ont traversé le détroit d'Ormuz et d'autres se dirigent vers leur destination. Évidemment, ce sont des destinations de pays alliés ou amis, disons de l'Iran, du Pakistan, de la Chine et de l'Inde. Un super pétrolier chargé de brut irakien à destination de la Chine est également resté bloqué pendant 3 mois. Eh bien, il a réussi à traverser aujourd'hui et, eh bien, cela fait partie de l'impressionnante quantité de navires qui sont là, immobilisés. Des navires de différentes entreprises, comme Furwitz, LSD, Pekar, des navires de Rasfan, Lafan, au Qatar aussi. D'ailleurs, le prix des conteneurs a augmenté de façon impressionnante dans ce milieu, n'est-ce pas? Des expéditions, etc. Bien sûr. Ou bien... Passons à d'autres sujets importants dans le monde. Mais attention, il y a en ce moment un mouvement, disons, fort sur le plan militaire. Dès ce matin, nous avons déjà commenté comment de nombreux avions militaires américains continuèrent de circuler vers le Moyen-Orient, faisant des allers-retours, apparemment vers des bases européennes. Ce n'est pas très clair à quoi cela sert, mais il semble que ce soit pour ça. Ils vont mener des opérations ou se préparent à quelque chose. Alors qu'on parle d'un cessez-le-feu, d'importants mouvements militaires sont également en cours, aussi bien de la part de l'Iran que d'Israël et des États-Unis. Donc, restons attentifs à ce sujet. À ce moment-là, une vidéo montre essentiellement l'interception d'un missile de croisière Kh-101 au-dessus de Kiev, en Ukraine. Cela fait partie des images qui ont circulé à différents endroits de ce conflit, disons. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est ce que nous avons vu récemment à Washington, où ils affirment que Donald Trump est entré au centre médical Walter Reed. L'idée est de se soumettre à un examen médical qui est censé être annuel, oui. Et il y a déjà eu des rapports, il y a eu des spécialistes qui insistent sur le fait qu'il y a un problème de santé physique, mais aussi mentale. Le président des États-Unis va avoir 80 ans dans quelques semaines, et tu vois, on peut avoir 80 ans et être en bonne santé, bien lucide, mais aussi, souvent ce n'est pas le cas. Et surtout avec la prévention.
Ces personnages amènent cela, on ne l'a pas beaucoup vu avec Biden qui avait déjà des défaillances, non, mais à peine sorti du gouvernement, et quand tu le vois parler, quand tu le vois en interview maintenant, eh bien il paraît assez sain d'esprit et assez lucide. Bien sûr parce qu'il n'a plus la pression de voyager partout dans le monde et d'être en réunion après réunion, ce qui, je veux dire, représente une charge énorme qu'ils peuvent avoir. Sur ce sujet, eh bien, Trump va être impliqué dans toute cette question médicale. Ils vont évidemment révéler ce qu'ils veulent bien révéler. La même chose s'est produite avec Biden, dont on a appris plus tard qu'il avait plusieurs problèmes de santé importants, mais qui n'ont essentiellement pas été révélés avant qu'il quitte la présidence. Exactement. Et bon, ça attire toujours beaucoup l'attention parce qu'en plus, Trump, je ne sais pas pourquoi, il aime beaucoup se vanter de l'examen cognitif qu'on lui fait, non? Et quand on lui demande « Mais pourquoi tu te vantes de ça ?» Parce qu'il dit « On me montre un éléphant, un écureuil et un lézard, et on me demande lequel est le lézard. » Et il dit, en expliquant que ce genre d'examen, ce n'est pas pour voir à quel point tu es intelligent, c'est pour voir autre chose. Oui, oui. Voir d'autres choses, mais lui, il s'en vante beaucoup. Il parle du changement chez les animaux, puis les laisse de côté. Voilà, bon, plusieurs sujets avec ce qui se passe en Russie. Aujourd'hui, il y a eu une réunion, même comment il s'appelle? Marco Rubio est apparu. Oui. Non. Marco Rubio est apparu avec ce type, non? Bon, pas un appel des oui. Il y a eu un appel. Un appel est bien important où l'on avertit essentiellement Marco Rubio d'évacuer ses diplomates de Kiev ainsi que les citoyens des États-Unis. Je ne sais pas si c'est vraiment une attaque puissante. Les Ukrainiens pensent surtout à un effet psychologique pour susciter la peur. On l'a vu lors de la dernière attaque où les Oreshnik ont été utilisés, ce qui a été plutôt un échec. 2 d'entre eux sont tombés dans une décharge et ils n'ont même pas causé de dégâts, donc une grande partie de l'armement n'a pas fonctionné comme il était censé fonctionner, comme on s'y attendait. 4 personnes sont décédées après 600 drones et plusieurs Oreshnik et tout cela. Oui, non. 4 personnes, 69 blessés, mais disons que pour le niveau d'attaque supposé. Oui, mais selon eux, l'Oreshnik est censé faire presque disparaître tout le centre de Kiev avec ce niveau d'attaque. En fait, il ne s'est pas passé grand-chose, au moins la décharge n'a pas été détruite. Sur le marché, mais le marché, Ça a vraiment été le plus dur. c'était le plus dur, Je crois qu'il a été attaqué par un Oreshnik ou un drone. ou par drone, qui sait, et d'autres missiles ont aussi traversé, c'est encore un autre sujet dans tout ce qui se passe. On rapporte qu'un avion transportant de hauts fonctionnaires du gouvernement iranien, comme tu le disais tout à l'heure, ne se dirige pas vers Moscou. Et cela aussi est très intéressant puisque nous parlons de la Russie, il faut souligner ce point. Nous allons voir que l'Iran cherche à établir des relations solides, surtout avec la Russie, qui est en ce moment le pays avec lequel il pourrait le plus facilement s'unir. Puisque en fait la Chine reste un pays qui, au final, a trop d'intérêt aux États-Unis et trop d'intérêt en Europe. Nous l'avons vu aussi lorsqu'il fournit, d'ailleurs dans les pays du Golfe, ses armes de défense à l'Arabie Saoudite par exemple, pour détruire les drones que l'Iran lui envoie. Donc évidemment, la Chine ne joue pas du côté iranien, elle joue de son propre côté, n'est-ce pas? Fondamentalement. Mais la Russie pourrait peut-être faire la différence dans ce sens parce qu'il y a, disons, plus d'hostilité de la Russie envers l'Europe et les États-Unis que celle de la Chine. Donc là, il y a un sujet, il faudra rester attentif pour voir quel message ils envoient sens, sachant qu'il n'y a pas non plus beaucoup de possibilités de mouvement en ce moment à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais il peut y avoir par exemple certains types d'aides, surtout sur des sujets liés à l'alimentation, ce qui pose aujourd'hui un vrai problème aux Iraniens. Donc ce type d'approvisionnement pourrait être une clé importante pour un avenir proche. Un autre sujet qui attire également l'attention et qu'il ne faut pas oublier, c'est que de nouvelles informations continuent de sortir des agendas saisis par l'UDEF. Là-bas, le prête-nom de Zapatero serait en train de révéler qu'il y aurait une opération, le trafic de pétrole et d'or au Venezuela. On savait déjà qu'il s'agissait de 200 000 barils de bitume par mois et de 2 millions de barils de brut par mois. Cela fait partie de ce qui commence à sortir dans l'affaire Zapatero et de ce qui se trouve dans l'entourage de l'ex-président espagnol. C'est un sujet où toute la saleté commence à sortir, pour ainsi dire. Pas exactement. Pour ce que c'est. Les Européens aiment se vanter de l'absence de corruption, mais ensuite la saleté ressort, comme avec l'affaire Qatargate. Tu te souviens? Qatargate. Ouh là là, on voit qu'ils ne sont pas si innocents. Non, qu'il y ait de la corruption, bien sûr qu'il y en a, mais peut-être qu'elle est mieux cachée ou je ne sais pas, mais qu'il y en a. Il y en a.
Eh bien, tu te souviens de cette députée en pleine pandémie, non? Qu'on a attrapée pour corruption, une députée du Parlement européen aussi. Tu te souviens que c'était une affaire très grave. Juste comme ça, rapidement, combien d'hommes politiques au Mexique fuient en Europe? Pour commencer, pourquoi diable peuvent-ils vivre là-bas aussi tranquillement? Ils ont payé, ils l'ont voulu, non? Qu'ont-ils fait, n'est-ce pas? Exactement, si je me souviens bien, Salinas de Gortari n'est-il pas parti vivre à Londres, d'ailleurs? Non? Oui, oui, oui. Qui sait où il vit? Ce serait là-bas, non? Je crois. Imagine, l'Irlande. Moi, je le situe en Irlande ou à Londres, par là-bas. Sans blague. Qui sait où il est? Non? Au fait, aujourd'hui, puisque tout le monde parle de l'Ukraine, on t'a en ligne. Écoute, il y a un peu de tout, vraiment de tout. Il y a de tout, c'est comme un marché ici, t'as tout vu. Eh bien, il y a eu un acte vraiment incroyable de la part de l'Ukraine. Un drone ukrainien est arrivé à Kaliningrad. Imaginez pour arriver à Kaliningrad, qui est un petit bout de la Russie et qui est coincé entre la Pologne et la Lituanie, et qu'il y a essentiellement une ligne qui le relie à la Russie. C'est sûrement une route. Eh bien, ils disent que ce drone a dû traverser, la Pologne, non? Et c'est surprenant qu'ils aient rien dit, c'est-à-dire soit en Pologne, soit en Lituanie, il a dû traverser l'un des deux. Oui, parce que les deux. Et c'était surprenant que ça n'ait pas été La Russie ou... la Biélorussie, oui, qu'il n'ait pas été intercepté, soit l'OTAN l'a laissé passer, soit il ne venait pas d'Ukraine, il venait de Biélorussie, comme vient de le dire Pépé. Eh bien, c'est un... Même ainsi, de toute façon, il aurait dû passer par la Pologne ou par la Lituanie à un moment donné. Par l'un ou l'autre, n'est-ce pas? À un moment donné, il devrait passer par là, forcément, soit par la Biélorussie, soit par la Pologne, n'est-ce pas? Mais regarde, c'est là, ce sont 400 kilomètres. Depuis la rive la plus proche, tu ne crois pas? Je veux dire, c'est juste un calcul. Maintenant, oui. Si je laisse à Cuba? Ah, parce qu'il faudrait voir exactement où ça a frappé et tout ça, mais ça indique entre 370 et 500 kilomètres selon l'endroit où ça a frappé, et aussi selon l'endroit d'où sa torse a été lancée en Ukraine. Si c'est bien parti d'Ukraine, c'est aussi ça la question. Avec ces ballons aussi, non? On devrait vérifier le type de décoration mentionné, mais il ne le précise pas. Ce n'est pas ce type de déco. Parce qu'avec cette histoire de ballon, de vent et tout ça, il m'est devenu plein d'idées de ce qui pourrait arriver, et j'espère que d'autres n'auront pas les mêmes idées. Parce que surtout, il y a beaucoup d'hostilité et aussi des groupes très radicaux. Imagine cette idée qui est déjà là, ce n'est pas un ballon. Toi, tu peux savoir où va le ballon. Où tu dis que le ballon se dirige vers tel pays, tu peux avoir plein d'objectifs, n'est-ce pas? Et dire bon, eh bien, là où le vent le porte, non, et le vent va par là. Alors, quels objectifs avons-nous là-bas? D'accord, eh bien, et donc il n'y a aucun moyen de détecter ce qui est éteint. En gros, ce n'est pas comme un drone en mouvement, c'est un ballon qui n'émet pas de chaleur, qui n'est pas actif. C'est un ballon météorologique, n'est-ce pas? Mais tu vas seulement l'activer, et quand tu l'activeras, il ne te restera que quelques minutes pour réagir, n'est-ce pas? En réalité, tu ne le remarqueras même pas. Ce ne sera qu'un drone de plus. Qui est là-dedans? Soudain, le drone apparaît dans ton pays. Tu ne l'as pas vu entrer? Tu ne l'as pas vu entrer. Tu ne réalises pas qu'ils sont déjà prêts ou presque. Oui, c'est vraiment fou parce que, je veux dire, laisse tomber une guerre, mais des groupes radicaux pourraient utiliser ce genre de choses. Donc ce sont des idées. Eh bien, Ce n'est pas mélangé, n'est-ce pas? Je veux dire, parce que je ne sais pas si l'idée lui est venue comme ça ou en regardant les informations, non? Quand il lançait mis ses ballons de merde, les Nord-Coréens ont dit « Eh attends, pourquoi tu lances tel ça ?» Mais lui plutôt un drone éteint. Personne ne va le détecter parce qu'il est éteint. Il va s'allumer quand il passera au-dessus de tel pays où c'est toi qui vas l'allumer. Tu vas l'activer quand tu voudras. Non. C'est vraiment impressionnant cette histoire de drone. On a déjà parlé du fait que Hezbollah utilise déjà des drones, mais ce n'est pas seulement le Hezbollah. En plus, ici au Mexique, les groupes armés le font aussi, mais en Haïti, ce sont aussi les gangs. Tu te demandes comment ils se procurent ces trucs? Comment est-ce possible qu'ils arrivent à se procurer des armes, qu'ils obtiennent des drones pour attaquer la population, les policiers, etc. Miami. Eh bien, vous savez qu'il y a ça en Floride, non? Comment ça s'appelle l'endroit? Little Haiti. Little Haiti, c'est ça? C'est à Miami ou c'est en Floride? C'est en Floride. Eh bien, ça prospère. En Floride, je ne me souviens plus dans quelle partie de la Floride se trouve le Little Miami. Mais oh mon Dieu, pardon, le Little Haiti, d'où, eh bien, c'est censé venir. Des armes et tout ça. Oui, c'est très grave. Passons aux autres sujets importants.
Écoutez, en Italie, l'alerte à l'Ebola a été déclenchée, car 2 voyageurs ont été hospitalisés. Ce sont 2 personnes qui venaient, il me semble, d'Ouganda. N'est-ce pas? Oui, ils sont allés en Ouganda et apparemment, le ministère de la Santé italien dit qu'ils présentent des symptômes assez étranges, n'est-ce pas? Et par mesure de sécurité, ils ont donc mis en place ce confinement. 2 personnes présentant une symptomatologie fébrile ont été transférées à l'hôpital Sacco de Milan, une structure dotée du plus haut niveau de bioconfinement et de gestion des maladies infectieuses à haut risque. À Milan, À Milan, oui, à Milan, en Italie, eh bien, les autorités assurent que ces 2 personnes seront soumises à des tests de diagnostic préalables selon les protocoles nationaux et internationaux, tandis que leur famille est également sous surveillance sanitaire. Ces voyageurs se sont rendus récemment en Ouganda, ils sont évidemment contrôlés par mesure de précaution, évalués, etc. Et aussi, ce serait bien de savoir, dans le cas où ils seraient positifs, où ils sont allés, comment ils sont arrivés de l'Ouganda en Italie. bon voilà, ce n'est pas le problème. Là c'est le sujet, non, de comment ces situations se produisent. Ce qui est intéressant surtout, ce sera de voir comment on va agir au Congo. Vraiment, vraiment, parce que je veux dire, disons qu'un cas arrive en Allemagne, chez un Ougandais ou peu importe, chez un missionnaire. Eh bien, le fait est que là-bas, dans ce sens, il y a vraiment un ordre très clair. Non, et vraiment, le problème s'arrête complètement, c'est-à-dire il serait très difficile d'avoir une propagation de ce type de maladie. En plus, il n'y a pas ce type de chauve-souris dans cette région, du moins pas celles qui ont été détectées au Congo. Mais ce que je ressens, c'est qu'il ne faut pas permettre que cela progresse, n'est-ce pas? Ni même que cela sorte d'Afrique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu dois vraiment te bouger pour dire, bon, on va d'abord contenir ça et ensuite, tu rouvres à nouveau. Les voyages, ce qui se passe, par exemple, en ce moment avec le Congo, c'est qu'il y a beaucoup de désordre. On évoque des émeutes, des problèmes et d'autres sujets, non? Et en plus des émeutes et des problèmes avec les hôpitaux qui ne les laissent pas enterrer leurs proches, ce que tu comprends d'un côté parce que, tu veux enterrer un membre de ta famille. Mais d'un autre côté aussi, c'est une situation compliquée parce qu'il faut suivre des protocoles qu'ils ne veulent pas suivre. Donc, il y a un groupe de personnes qui sont spécialisées dans l'enterrement. Oui, et eux, ils ne veulent pas. Non, non, non. En fait, il y a une vidéo, ce n'est pas qu'on ne puisse pas la montrer, du Congo, où l'on voit des personnes avec des combinaisons spécialisées, complètement couvertes, qui transportent un corps. Et puis, les gens les tirent pour emporter le corps. C'est vraiment difficile à voir parce que eux aussi prennent des risques. En touchant ou étant en contact avec une sécrétion de ce corps, ils risquent de tomber malades et d'infecter leur famille. Mais on dirait que, même s'ils ont déjà une longue histoire avec l'Ebola ou avec ça, encore plus avec l'autre souche qu'avec celle-ci, ils continuent de ne pas comprendre ce point. Non, c'est comme si non, je ne sais pas, mais bon, passons à d'autres sujets également importants. Eh bien, heureusement pour la Californie, le pire scénario concernant ces réservoirs avec des produits chimiques, selon les autorités, a été écarté dans le comté d'Orange. Le pire scénario n'est plus d'actualité. Oui, ce n'est plus possible. À ce stade, ils ne le jugent plus viable, mais l'équipe a encore du travail. Cela ne signifie pas que tout est réglé. Des responsables des services de première intervention se sont réunis ce soir, lundi soir, dans le comté d'Orange. Ils ont donné des informations sur cette fuite dans une installation aérospatiale de Garden Grove et ont expliqué que, grâce aux efforts déployés, ils ont réussi et pendant la nuit, ils ont pu réduire le risque pour le public et permettre aux résidents. Les évacués pourront rentrer chez eux. Le périmètre a été réduit, certains peuvent y retourner et nous devions établir un plan. C'est ce que nous faisons. C'est ce qu'a déclaré TJ McRober, chef intérimaire de l'autorité des pompiers du comté. J'ai le plaisir d'annoncer qu'aujourd'hui, le pire scénario a été atténué et résolu. Il ajoute, mais ce n'est pas encore fini. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. En ce moment, ils disent à peu près la quantité d'eau qu'ils ont utilisée pour réduire la température de ces réservoirs et des millions de gallons ont été utilisés pour refroidir la cuve chimique en surchauffe. C'est ce qu'ils rapportent. Si nous avons un système d'inondation à pleine puissance et ensuite un canon à eau au sol qui fournit 1250 gallons par minute, nous parlons de millions de gallons. Alors, en ce moment, ils analysent d'autres options parce que, évidemment, ils utilisent de l'eau. Et bien sûrement au moins de l'eau potable.
de l'eau potable ou semi-potable. Mais en ce moment, ils essaient d'analyser l'utilisation des eaux pluviales pour réduire la quantité d'eau utilisée, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a de l'eau en trop sur Terre en ce moment. En Californie, qui est devenue la Californie, et donc en ce moment, ce sujet est en cours. La température a déjà baissé par rapport aux 100 degrés qu'il y avait samedi soir. Oui, degrés Fahrenheit. Oui, degrés Fahrenheit à 93 degrés dans l'après-midi de lundi. C'est quand même élevé, mais bon, oui, Eh bien, le fait est que... il ne peut plus exploser. Oui, exactement. Non, c'est bon, ils ont déjà le contrôle, nous l'avons confirmé cet après-midi. Mais bon, d'après eux, le problème ou dans la mise à jour qu'ils viennent de donner, ils disent bon, que le problème n'est plus vraiment l'explosion, mais que la crise est toujours là et que le problème peut continuer. Eh bien, le problème toxique, c'est que ça peut même redevenir incontrôlable et qu'il faudrait à nouveau évacuer. C'est pour ça qu'il faut une évacuation complète, terminer, disons, le retour. L'annulation de l'évacuation n'est pas encore décidée, ce n'est qu'une partie. On a réduit de 65% le périmètre, ce qui me semble déjà pas mal, mais on leur demande quand même de ne pas revenir dans la zone qui est encore en évacuation. Ils ont déjà arrêté environ 6 personnes qui sont revenues, elles étaient dans la zone dangereuse. C'est vrai. Ils en ont arrêté plusieurs. Non, je crois qu'ils ont arrêté 7 personnes à cause de ça, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas obéir. Entre les gens qui ne savent pas, qui ne veulent pas écouter, et ceux qui en profitent pour aller voler aussi, parce que ça arrive toujours, non? Oui, bien sûr, il y a toujours des profiteurs. Oui, les profiteurs, c'est terrible. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez, il faut en parler, il y a deux sujets intéressants. L'un d'eux, c'est ce qui se passe en Bolivie. Il ne faut pas oublier que la Bolivie traverse un énorme problème dans lequel, selon certains, cela pourrait dégénérer en un trouble encore plus grave. Non, on parle même d'un potentiel coup d'État de la part du groupe d'Evo Morales et, en gros, ils ne veulent pas reconnaître l'actuel président. Voilà, en gros. Ils ne veulent plus. Ils veulent en des élections, mais à leur façon, disons, pour que ce soit eux qui restent, parce que franchement, qu'est-ce qu'ils pourraient vouloir d'autre en ce moment? La Bolivie, pour l'instant du moins, n'a pas de possibilité de négociation. C'est ce qui se passe actuellement. Voilà. Eh bien, à l'instant, le président Rodrigo Paz a pris la parole pour annoncer des mesures. Évidemment, on sait aussi qu'il y a un mécontentement. Et bon, il essaie un peu d'arranger la situation là-bas. Il a annoncé une réduction de 50% de son salaire et de celui des ministres, eh bien, au milieu de ces manifestations très fortes. Aujourd'hui, il me semble que le Pérou leur envoie de la nourriture parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à se procurer de la nourriture et des médicaments. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie faute d'accès aux soins médicaux. Et bon, ce que dit ce Paz, c'est ce qui suit. Je veux vous informer que ce président, non, ce n'est pas sucre, que ce président, avec ses ministères, a pris la décision, dans le cadre de l'engagement du pays, de réduire son salaire de 50%. Il a dit cela à Sucre, la capitale du pays. Et bon, les salaires en Bolivie étaient déjà les plus bas de la région, c'est-à-dire qu'ils sont déjà bas en soi. Et donc, son salaire passera de 1200 $ à un peu plus de 3 fois le salaire minimum. Salaire minimum national, c'est-à-dire qu'il va le baisser suffisamment, disons, pour un peu arranger la situation là-bas. Eh bien, l'image du gouvernement, non. C'est-à-dire, en ce moment, il continue d'exiger lors de ces manifestations la démission du président Rodrigo Paz, cela au milieu des protestations, mais aussi dans des émeutes. C'est un problème économique, mais c'est aussi un problème politique assez grave là-bas. Et donc, ils ont partagé des images, et ces images d'Oliva Oli, Olivargas, etc. apparaissent sur différents réseaux. Voilà, c'est tout cela. La réduction de... Eh bien, la réduction du salaire est une mesure symbolique, parce qu'évidemment, cela ne génère pas, cela ne produit pas vraiment un effet direct sur les personnes, mais bon, voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Et bon, c'est intéressant le fait qu'il y ait cette communication avec Lula, pas avec Lula Silva, mais avec Lula. Oui, donc Lula Silva dit ce qui suit, il ne dispend pas. J'ai reçu cet après-midi, lundi, un appel téléphonique du président de la Bolivie, Rodrigo Paz. Nous avons discuté à propos de la situation humanitaire à laquelle la Bolivie est confrontée en raison des protestations et des blocages sur les routes qui provoquent le manque d'approvisionnement dans certaines régions. Donc toute cette affaire qu'il publie sur son compte officiel, ce Lula Silva, eh bien au final c'est aussi une démonstration. Eh bien de quoi ?
Parce que Lula est de gauche, au final, non? Quoi? Et pour la droite, mais le fait d'entrer dans la partie institutionnelle, parce qu'il aurait facilement pu dire, tu sais, ce Evo Morales, je ne sais pas quoi. Attends, non, 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 attends. C'est-à-dire, tu sors du cadre institutionnel, tu crées des troubles, tu causes des problèmes. Eh bien, Lula Silva, en disant cela, et en disant que je parle avec le président, etc., montre aussi qu'il y a du respect pour les institutions aussi, n'est-ce pas? Je trouve ce sujet intéressant et Lula n'en est pas à sa première démarche de ce type. Il faut rappeler que plusieurs fois, il a critiqué durement ce Maduro à l'époque, et il est même allé jusqu'à dire que c'était un pays qui n'était pas une démocratie, etc. Nous savons qu'il a été critique, surtout quand les élections au Venezuela n'ont pas été respectées. Donc eh bien, c'est aussi une partie intéressante de cette affaire. Passons à d'autres sujets. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Un grand merci à toute la communauté qui nous accompagne. Je vous demande donc une grande faveur. Mettez un like, partagez, aidez-nous de cette façon. Et si tu veux aller plus loin, il y a plusieurs façons de soutenir cette chaîne dans la description. Vous le savez déjà, il y a une communauté qui nous soutient en partageant sur leur réseau avec leurs amis, via WhatsApp, etc. D'autres nous aident avec un super chat. Bon, chacun trouve sa façon de soutenir ce projet. Information. Bulletin d'information sur des sujets ou des actualités internationales. Salutations à Adrien Gilbert. Il dit salutations à la famille. Comment vas-tu, Adriane? Un grand salut. Quel plaisir de te voir. Salutations jusqu'en Espagne. Salutations. Élisée Frère, Raoul Sachs, Marvan Luis Rojas. Comment vas-tu? Il dit que Calama est la plus belle ville minière du Chili, dit Luis Rojas. Comment vas-tu, Luis? Comment ça s'est passé pour vous avec le tremblement de terre? Comment l'as-tu ressenti? Comment cela a-t-il été vécu? Je sais que tu as beaucoup d'expérience là-bas. Oui, salutations de Panterita. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est très drôle. Et Evo Morales dit le pionono de vitrine. Le pinonon? Non, je ne sais pas. Salutations. Non, c'est que c'est... Salutations à Eliseo, à Edwin et aussi à Victor Sega. Comment vas-tu, Victor? Comment ça va? Salutations à Victor. Salutations. Et avec le soleil à 6h31 du matin, dit Adrian Gilbert. Salutations à Pablo qui affirme que Trump mange chez McDonald's. J'espère qu'il va bien. C'est le seul à défendre Ayusa. Salutations, Pablo. Salut, ce sont des salutations. Il mange beaucoup de McDonald's et beaucoup de Doritos. Non, il aime beaucoup ce sujet, même s'il prétend faire attention dernièrement. Il dit que c'est l'âge où il doit être prudent. Oui. Il dit qu'il faut faire attention maintenant. Salut! Salutations à MT qui nous écrit depuis les États-Unis. Il emmène Evo en prison. S'il continue comme ça, il l'emmènera. Salut, comment vas-tu? Leonardo, salut à toi aussi. Leonardo Escudero, quoi de neuf? Comment ça va? Comment ça se passe là-bas? Pablo, je te salue aussi chaleureusement. Edwin Cléo, bonjour. Il dit MT, bon, s'il l'a déjà pris. D'accord, ok. Ofe Mendez, aussi originaire de Guadalajara. Il dit Marvin Martin, des sabotages très suspects. Il dit Martin, salutations. Salutations, Martin, bonsoir. Merci beaucoup à Raoul pour ce like. Tapatia, comment vas-tu? Salut. Bonsoir. Salutations à Christy Krantz aussi, bonsoir. Oui, le pionono au chocolat, le petit bébé fût. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, mais ça sonne très drôle. Salutations à, dit Louis, je suis né à Calama, mais je vis plus au nord d'Arica, où le séisme s'est aussi fait sentir assez fort. Ok, d'accord. Super, merci pour l'info. Il dit que cette chanson a été dédiée à l'ancien président Hugo Morales. Je ne la connaissais pas. D'accord, non. Non. Salutations. D'ailleurs, ce Raoul Sachs, vient de sortir de l'hôpital. Il a été hospitalisé plusieurs jours. Raoul, tu as raison. Il nous a même écrit de l'hôpital, non? Oui. Dis-moi, Raoul, comment ça s'est passé? Si tu veux en parler, mais c'est bien que tu sois là. Un grand salut à toute la communauté et à tous ceux qui parfois partagent un peu de leur vie avec nous. C'est vrai que c'est très apprécié et cela nous fait aussi plaisir de pouvoir parfois vous accompagner dans des situations compliquées, non? Oui, salutations à, voici mon fidèle Botella. Comment vas-tu, fidèle? À Ofe Mendez, à Tapatia, à Rosalinda Moreno. Quel honneur. Il y a aussi ici Juan Rodriguez Sanchez. Et nous avons aussi ici, MTX Erlanos pour nous. Salutations à Verderi. Ce qu'ils font au Liban actuellement est honteux, selon Verderi. Salutations sincères. Salutations à Hector Quiñones qui dit « Maintenant, ça s'est vraiment enflammé et ils utilisent la Coupe du Monde comme écran de fumée. » Hector dit que le plus grand massacre de ces derniers temps est à venir. Salutations, Hector. Salutations à Hector, comment vas-tu? Tapatia dit qu'il fait très chaud là-bas, non?
Ce n'est que le début, n'est-ce pas? Tapatia l'a dit. Oui, ça commence fort. Ici, il dit que c'est très calme, très calme. Le temps est extrêmement bon. Exagéré, oui, oui. Le temps est presque suspect tellement il est beau. J'ai l'impression qu'on va vite subir une forte chaleur. Ils disent « Salutations à Joao depuis le Bronx, New York. Cette guerre n'en finit pas et s'étend. Salutations. » Salut, comment vas-tu? Il fait 23 degrés. À 23 degrés. Ce matin, il faisait déjà très chaud. Je crois qu'à Chiapas, si je ne me trompe pas, il faisait plus de 40 degrés. Les pauvres enfants. Dans une vidéo sur les écoles, on voit des enfants suivre les cours dehors car les classes sont trop chaudes, avec seulement un petit ventilateur qui ne rafraîchit qu'un élève à la fois, n'est-ce pas? Et beaucoup d'enfants, malheureusement, ont des vertiges, ils se sentent mal. Oui, oui, c'est vraiment ridicule. Ici, il me semble que toutes les premières classes ont déjà la climatisation. Eh bien, au moins celles qu'on a pu voir. Oui, il semble qu'elles ont toute la climatisation. Qu'elle fonctionne, qui sait? Qu'elles fonctionnent, qu'ils les allument. Espérons que oui, n'est-ce pas? Mais oui, il faut que tu aies un endroit comme celui-ci. Oui, non, quand tu arrives à ce niveau? Il faut la climatisation, sinon c'est compliqué. C'est-à-dire, on parle du fait que dans beaucoup d'écoles, parfois il fait 40-45 degrés ici. Donc tu dois être préparé. Il est écrit ici, où est-ce, où est-ce, où est-ce. Il me semble qu'une photo de mes animaux de compagnie a été envoyée à la communauté. Génial. Très bien. Je vérifie ça tout de suite, Leonardo. Raoul Zach dit « Je vous raconte, on m'a diagnostiqué un diabète de type 2 et il est déjà à des niveaux très élevés, je ne savais pas que j'étais diabétique. » Ouf, c'est important d'avoir un bon contrôle. Raoul, non mon gars. Eh bien, merci pour l'info et prends bien soin de toi, évidemment. Et donc, c'est un diabète de type 2. Oui. Écoute, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on t'a dit? J'espère que tout va bien se passer, non? Que tu puisses bien le contrôler et évidemment, il y a déjà énormément d'informations sur la façon dont, à travers l'alimentation, on peut faire des choses très intéressantes sur tout ce sujet, non? Oui. Martin, un grand salut. Comment tu vas? J'espère. Salutations Italo du Chili et on t'envoie une grande accolade depuis le Chili. Salutations Italo. Salutations et Italo, comment tu vas? Bonjour. Salutations à Miguel Espino qui nous regarde depuis Ocala, Floride. Salutations Miguel. Quoi de neuf, Miguel? Comment tu vas? À Dieguito GCC, comment tu vas, Dieguito? Et aussi salutations à Dignagil qui dit « Je crois que Trump a donné le feu vert à Israël pour attaquer le Hezbollah. Ce serait bien de le savoir, n'est-ce pas ?» Ce serait bien de savoir exactement comment sont ces autres. Ou elle a un cœur là, je ne sais pas. Je ne sais pas, oui, aussi. On verra la réaction dans les prochains jours, non? Oui, je n'ai rien dit. Marvin salue tout le monde. Je n'interagis pas avec tous, mais je vous reconnais depuis longtemps. Salutations, Marvin. Salutations, Marvin. Merci de nous accompagner et à la communauté qui, comme lui, ose commenter. C'est très apprécié. Il dit « Je vis. Salutations. Comment allez-vous » Marcella Riquelme, Adriane. Il dit « Je vais chercher les bijoux de Zapatero. Je reviens tout de suite. » Il dit « Salutations à Elvis Rochas, qui dit normalement, le diabète est détecté par hasard. D'uriner beaucoup, d'avoir très soif, de perdre du poids sans faire de régime, surtout quand on a plus de 45 ans. » Totalement. Il est très important de prendre soin de soi, de vraiment faire attention à sa santé. Alors, eh bien, oui, c'est comme ça que ça se passe. Il dit, Martin, l'Espagne a un énorme scandale avec Zapatero. Oui, vraiment énorme. Il dit, Edwin, Ebola, où ça? On en a déjà parlé? En Italie, une personne est en cours de vérification. Oui. 2 personnes sont allées en Ouganda avec des symptômes, donc ça ne coûte rien de les examiner. Salutations aussi à Di Tapatia. Oui, ils ont informé le service météorologique de l'UDG que la chaleur va continuer, dit Tapatia. Eh ben, tant pis. Ici, Marvin dit que ce n'est pas pour nous. Salutations à Marcella Riquelme, Marcella Panterita Sismica et aussi dit Gisela Heinz. Comment vas-tu? Salutations au Panama. Salutations aussi à Saludos. Salutations à Alfonso Galoso à Bakersfield, Californie. Comment vas-tu, Alfonso? Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous, jusqu'en Californie. À toute la communauté là-bas. Alfonso, toujours connecté, merci beaucoup. Et Adrien Gilbert demande « Pépé, as-tu vu le garçon qui apparaît dans une vidéo sur l'antivirus et une autre sur le Covid ?» Non. Non, je n'ai pas vu. Non, tu sais, ils sortent toujours ces trucs-là. Ces trucs, tu vois, comme les théories du complot, ils montent, ils modifient, ils manipulent. Tu vois, je suis un peu fatigué de ça parce que à chaque fois qu'on m'envoie les vidéos, je les consulte, je les vérifie, je vois où est l'arnaque, je les renvoie. Mais bon, maintenant, je ne continue plus trop avec ce sujet parce que ça ne finit jamais, tu vois. Disons qu'il y a toujours des trucs comme ça qui sortent, mais pas seulement sur ce sujet en fait, sur n'importe quel sujet que tu veux, tu vois. C'est impressionnant.
Les gens qui n'ont rien à faire et qui commencent à éditer, à manipuler ou à trouver des choses hors contexte. Il faut remarquer, ce film a évoqué quelque chose et voilà, ce qui a été dit dans cette scène se réalise maintenant. Eh bien oui, c'est intéressant, non? Je veux dire, évidemment, c'est toujours intéressant, divertissant, mais c'est tout, n'est-ce pas? Non, je veux dire, si tu veux que je vérifie, je le ferai, mais normalement, ça s'est passé comme ça pour moi, non? Pour le Covid, c'était pareil. Non, maintenant, ce personnage regrette. Comment il s'appelle? Celui qui déchirait ses chemises, il était expert là-dedans, enfin, expert entre guillemets. Alex Jones, non? Il en vit. Oui, c'est ça. Regarde, cette personne ressemble exactement à l'autre, oui. Dit Luis Rojas, l'Ebola se transmet par les sécrétions des personnes décédées et parce qu'il y a de très mauvaises conditions d'hygiène. Oui. Salutations aussi à celui qui s'appelle Raoul Sachs, conseil, vérifiez votre glycémie, il vaut mieux prévenir que guérir. Salutations, Raoul. Salutations, Raoul. Salutations à Victoria GG 2850 et aussi à FB Cinéma qui dit « Bonjour, salutations, mon micro Zoom H1 s'est cassé, mais je vais le réparer ou m'en acheter un autre. Haha, salutations, salutations. » AFB, salutations, AFB, bonjour. Adrien dit « Oui, j'ai pensé la même chose, le montage. » Salutations aussi à Poré Jean-Plot. En ce moment, Adrien, il circule une vidéo, je veux dire, c'était de quoi? Mince, je ne me souviens plus de quel film il s'agissait, mais c'était en référence à la Coupe du Monde, d'accord? C'est-à-dire, les choses qu'ils disent là-bas concernant 2026 et cette Coupe du Monde, c'est essentiellement comme s'ils affirmaient qui allait y gagner, non? Et c'est vraiment fou parce que, eh bien, parfois il y a des choses ou des parties qui coïncident, ou bien un humoriste aussi, ici mince, un qui est célèbre ici mais qui n'est pas d'ici. Celui avec des lunettes. Ouais, un grand. Oui, je ne sais plus si c'était celui-là. Celui-là, c'est mon frère qui me l'a envoyé. Il demande quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas dans quel contexte, ni rien, mais bon, il lui demande quelque chose sur Cruz Azul et il lui dit « Quand vont-ils gagner ?» Et il dit « Cruz Azul va gagner en 2026. » Mais c'est une vidéo de 2020, je ne sais pas si elle est montée ou comment ça se passe. Alors, il me dit « Pour commencer, est-ce que Cruz Azul a gagné? Je ne sais pas. Cruz Azul, champion, quelle année? 2026. Voyons, oui, ils ont bien gagné en 2026. Il dit « Oui, ils ont gagné en 2026. » Donc en 2020, il a dit « Quand vont-ils gagner? En 2026, oui. » Et aussi le Mexique, non? Ils vont atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Contre le Portugal. Il a dit ça? Non, non, non. Non, non, je l'ai vu aujourd'hui. Demi-finale, demi-finale, demi-finale. Mais enfin, le Mexique n'est jamais arrivé en demi-finale. Je veux dire, Oui. ce serait quelque chose De fou. ici. Non, il n'arrive même pas à la finale. Enfin, non, aux demi-finales. Passer le cinquième match. Passer le milieu du 5e match. Mais enfin, je ne sais pas qui c'est dans cette interview qui était là ni rien, parce que je n'ai que ce petit extrait. Et donc, eh bien, c'est intéressant parce qu'il a vu juste sur deux choses. Il a vu juste là-dessus et j'espère qu'il aura aussi raison pour le Mexique, n'est-ce pas? Ce serait génial. Mais bon, Il y était, non? Il est resté coincé là pendant de nombreuses années. quelqu'un qui connaisse cette vidéo dont je parle, pour voir dans quel contexte c'était ou pourquoi ils ont dit ça, si c'est vraiment de 2020 ou pas, enfin, je ne sais pas, non? Quelqu'un l'a sûrement vu quelque part. Bonjour Javier Fernandez, comment vas-tu? Salut à Darwin Blanco, comment vas-tu et comment est l'ambiance? Salutations. Salutations aussi, répondit Leonardo. Pépé, j'ai vérifié. Si une personne atteinte d'Ebola à un stade avancé touche un objet avec sa salive, elle peut en contaminer une autre. Par exemple, si elle prend un verre, personne ne peut le prendre. Oui, oui, oui. Salutations, je ne crois pas qu'ils doivent être aussi avancés d'après ce que je vois. Salutations à Martin Gutiérrez. Il affirme « L'humanité enchaîne les guerres. Rien ne changera tant que tout n'aura pas explosé. Le monde restera calme, dit-il. Salutations, Martin. » Salutations, Martin. Très bien. Dites Victoria. Rien ne s'est passé avec le tremblement de terre de 6,9, je crois. Non, non. Lors du rapport cet après-midi, il mentionnait juste des coupures de courant, alors qu'il y en a déjà même avec une simple pluie. Donc, eh bien, très bien, non. Franchement, le Chili est excellent. Ils ont de très bonnes constructions. Salutations de Cebola. J'arrive en retard, puis je regarde tout en différé. Excellent, Cebola. Merci beaucoup, je vais à Cebola. Un grand salut. Je suis devenu curieux de voir comment va le monde concernant le diabète, non? Le diabète de type 2, n'est-ce pas? Alors, voyons quels sont les pays qui ont le plus de diabète dans le monde. Ici, c'est, disons, dans l'ordre, non? Voyons, il y a ici plusieurs points, non?
Il est dit des pays où le problème est brutal, il dépasse les 15 à 20% des adultes. Voilà. C'est ces pays. Koweït, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Égypte, Pakistan, Mexique. Le Pakistan est énorme. C'est comme 30% de la population. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, ce qu'ils mangent, enfin quoi. Le Mexique est aussi là, mais non pas autant, mais il y a la Turquie, l'Afrique du Sud. Le Brésil est le numéro 1 en Amérique latine d'ailleurs. Le Brésil en matière de diabète. Les États-Unis sont aussi là. L'Inde, les îles du Pacifique. L'Espagne n'y est pas. Je veux dire, c'est un bon point là. L'Argentine n'y est pas non plus, par exemple. C'est-à-dire, il y a plusieurs pays qui n'y sont pas, non? On a toujours dit que la cuisine méditerranéenne est une cuisine assez nutritive, assez intéressante. De même, aussi bien pour l'Espagne que pour l'Italie et pour d'autres pays, cette cuisine est, disons, maintenant reconnue comme l'une des meilleures dans ce sens, non? Et puis il y a ici, disons, parmi les grandes puissances, qui sont ceux qui ont le plus de diabète. Inde, Chine, États-Unis, Pakistan, Indonésie, Brésil, Mexique, Bangladesh, Égypte et Turquie. Ce sont parmi les plus grandes économies du monde, donc il y a ces 10-là, ce top 10. Ceux dont je vais parler sont le groupe le plus critique en matière de diabète. Kiribati, Nauru, Tonga, ces petits pays des îles du Pacifique et toutes ces régions-là ont un problème de diabète et d'obésité extrêmement important. Eh bien, ces youtubeurs de voyage l'ont documenté, certains l'ont montré et disent qu'ils sont vraiment très corpulents, comme on dit là-bas. Venezuela, Pérou, Colombie, Libye, ceux que je vais mentionner sont dans une catégorie, ceux qui sont au pire niveau. Koweït, Qatar, Arabie Saoudite, Tonga, Nauru, Kiribati, Afrique du Sud, Malaisie, Turquie, Pakistan, Égypte, États-Unis, Mexique. C'est là. Bahreïn, Brésil, Arabie Saoudite, niveau 2, pas si élevé. États-Unis, Inde, Indonésie, Bangladesh, Chine, Philippines, Thaïlande, Irak, Iran, Maroc, Algérie, Libye, Pérou, Venezuela, Colombie, Chili, Argentine. Le Chili, l'Argentine a un problème aussi, mais ce n'est pas aussi élevé. Niveau moyen élevé, l'Espagne, l'Italie. Ceux-là ont un problème, mais pas autant. Ils mettent niveau moyen élevé à l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l'Australie, le Japon. Regarde, ça me surprend. La Corée du Sud, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, la Norvège. Pays de niveau moyen élevé de diabète de type 2. Niveau moyen, déjà plus en vert, disons, donc déjà moins problématique. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nigeria, Ghana, Éthiopie, Népal, Vietnam, Angola, Bolivie. Paraguay, Équateur, Ghana, Cuba, Guatemala, Honduras. Bon, je crois que je les ai tous dit, et la zone la plus saine à ce niveau-là, ou parmi les pays qui ont le moins de diabète de type 2 au monde. Ils sont dans ces pays et il y a la Suisse, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Nouvelle-Zélande. Je ne détecte pas de schéma ici. Il y a l'Irlande, l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, la Slovaquie. Eh bien, tous ces pays, essentiellement l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, n'ont pas un niveau très bas de diabète de type 2. Voilà, eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Voici à peu près les pourcentages, non? Évidemment, c'est un sujet très sérieux, et voilà. Voici une liste, par exemple, de l'Amérique latine. En ce sens, regarde, il me semble que c'est pour la prévalence du surpoids. Ce n'est plus tellement ça, mais je dis que l'information est aussi intéressante. Regarde, voyons si je peux l'afficher ici à l'écran. Il s'agit du surpoids, plus précisément selon l'économiste. Il dit 10 pays d'Amérique avec la plus grande prévalence de surpoids et d'obésité. Et 7, qui sont en première place. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe avec le Mexique? Faites plus d'efforts, les Mexicains. Non, soyez Mexicains. Non, en fait, le Mexique a toujours été comme en première place. Je n'imaginais pas le Chili. Le Chili, c'est vrai qu'il a un énorme problème. Oui, il a vraiment un gros problème. Le Chili, premier pays en termes d'obésité après les Bahamas, Porto Rico. Regarde aussi le Mexique. Après ça, Belize, les États-Unis, le Panama, le Paraguay. Ce n'est pas bon non plus. Belize, les États-Unis, le Panama, le Paraguay, l'Argentine et le Pérou. Ce sont les pays. L'Argentine, oui. C'est fou. Oui. Salutations à Emma Andrade, comment ça va Costa Sema, et aussi à Amanda Cuna, qui nous regarde de Key West, Floride. Salutations aussi à Darwin, qui se rend à l'ambassade de Colombie pour exercer son droit de vote.
Très bien. Salutations Darwin et bonne chance. Ravi de savoir que tu vas bien et fais partie de la communauté. Grandes salutations à toi. Et quand tu auras une occasion, raconte-nous comment tu vois la situation en ce moment, si tu peux le faire. Je sais dire salutations, mon idée de qui je suis. Il dit Ojo en X, c'est-à-dire sur X, il y avait une astuce qu'il faisait. Il mettait 3 publications avec 3 pronostics différents et il les mettait cachés ou quelque chose comme ça. Et quand l'un des 3 se réalisait, il le rendait public. Autrement dit, le bon. On dirait un truc des années 2000. Par exemple, sur YouTube, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, enfin, tu peux et tu ne peux pas vraiment savoir. Parce que tu peux la rendre publique, vraiment publique à 100%, puis la mettre en privé, n'est-ce pas? Et ensuite, tu peux la republier et la rendre publique à nouveau. Mais beaucoup de gens s'en rendraient compte, surtout si c'est une grande chaîne. Si c'est une grande chaîne, ils remarqueraient tant que tu as publié ces choses et que tu es en train de tricher, non? Mais si c'est une petite chaîne qui a publié 15 vidéos, elles étaient en public avec 15 pronostics différents. Il enlève tout sauf celui qu'il juge le plus probable, qu'il laisse actif, non? Même s'il a eu raison, il le garde, non? Donc, mais ce qui est intéressant ici, c'est que la vidéo, en théorie, appartient à ce fils, comment il s'appelle déjà? Parfois, il fait le médiateur. C'est Camilla, lui. Il a ce petit extrait, cette interview. Je t'assure, on m'a donné un tout petit morceau, dit Amada Acuna. Elle dit « Je vous raconte, ici à Key West, Floride. L'électricité n'avait jamais été coupée, et là, c'est déjà la 3e fois cette semaine. Imaginez subir des coupures sans préavis. Pourquoi cela? Que vous a-t-on dit? Parce que tu vois, ici, je suis constamment les coupures de courant. On regarde ce qui se passe là-bas en temps réel et la Floride est apparue plusieurs fois. Mais ça semblait être à cause des incendies. Quand il y a eu les incendies il y a 2 ou 3 semaines, vous vous souvenez? Oui, donc je ne sais pas si ça a un rapport avec ce sujet. Mais là, par exemple, qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire, Virginie, dans tous les cas, et le Texas sont ceux qui ont des coupures de courant en ce moment, mais elles sont relativement légères. J'imagine que c'est à cause des tempêtes qui sont passées récemment, non? Ça doit être à cause de ça, sinon il n'y a même pas 110 000 clients, disons. Oui, en ce moment, partout aux États-Unis, dit José, j'étais ici à fêter l'anniversaire de mon beau-père. Les fêtes ne s'arrêtent jamais. N'est-ce pas? Non, avec cette grande famille. Comme le dit FB Cinéma, je ne sais même plus jusqu'où tout ça va aller. Ha ha ha. De plus en plus, et le monde n'est qu'un, et le sujet du diabète est important. Je dois corriger la mauvaise habitude de ne pas y accorder assez d'importance. Salutations à FB Cinéma. À quoi? Comment? Comment ça va? Je ne sais pas. Salutations Victoria, comment vas-tu? Bonjour. Bill Myers, comment vas-tu? Un grand salut à tous, y compris ceux qui nous regardent en différé. Merci. Qui d'autre reste là-bas? C'est Leonardo qui le dit. Paix, oui Pépé, j'ai vu les prévisions de JP Morgan qui disaient que d'ici 2030, l'Europe ne fera plus partie des premières économies du monde. D'abord la Chine, puis les États-Unis, ensuite l'Inde. Bon, on va voir comment les choses évoluent, mais il y a définitivement un réajustement, des changements clairs de puissance, n'est-ce pas? Au final, je pense même qu'il y aura aussi des changements au sein de l'Europe elle-même, non? L'Allemagne semble lente à réagir, ne se digitalise pas et reste en retrait dans plusieurs domaines. Ils mettent beaucoup d'obstacles et tout prend du temps. Oui, ils insistent énormément sur l'aspect mécanique, qu'il ne faut pas négliger, mais il faut aussi accélérer l'autre partie. C'est-à-dire, tu ne restes pas seulement avec ce que tu maîtrises déjà et que tu gères bien, tu commences aussi à t'étendre vers d'autres domaines, comme le logiciel, là où se dirigent tant d'autres pays au Moyen-Orient, en Irlande et aussi en Israël, évidemment. D'ailleurs, l'Espagne aussi mise beaucoup sur ce domaine. Même sur l'IA, il y a beaucoup d'investissements. La France aussi mise beaucoup dessus. Oui, ce n'est pas négligeable. Qui sera le prochain? Taïwan? C'est ça la question, non? Où est en train d'émerger le prochain Taïwan? Dans le sens où ils atteindraient ce niveau de développement, non? Taïwan, en ce moment, c'est impressionnant. Va-t-il tenir? L'Inde et la Chine représentent aussi 30% de la population mondiale. C'est-à-dire un très bon pourcentage. Ils misent aussi beaucoup là-dessus, non? Sur l'Est. Tu as 10 millions de personnes à X. Prenons l'exemple de certains sports, non?
Tu mobilises donc des millions de personnes pour différencier qui sont les talents dans le sport et tu identifies qui sont les talents naturels. Ensuite, Bobestan, tu les entraînes et tu les accompagnes. Et évidemment, ça marche. Regarde toutes les médailles Tillertown qu'il a. Comme ils ont une énorme population, il suffisait simplement qu'ils s'organisent. Non. Parmi des millions, il y aura toujours quelqu'un de talentueux, comme en Inde. Dans le domaine de l'ingénierie et tout ça, ils leur font passer des examens super difficiles, super compliqués, parce que ceux qui réussissent seront vraiment, vraiment excellents. Un grand salut à toute la communauté de Pantherita Victoria, c'est génial. Merci pour ton abonnement, Victoria. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour discuter. N'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram et que nous vous envoyons les notifications sur les dernières infos en temps réel. Et bien sûr, nous sommes aussi sur Facebook, X et Insta. Super, à demain. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être à l'écoute de la vérité. Ici, c'est Pépé. En direct, la vérité est intense. L'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale, ne reste pas à l'écart. Branche-toi sur la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. En direct à la maison. En direct.